Bonsoir. Donc, nous allons clôturer cette semaine des mathématiques à l'ENAC. Donc, nous vous remercions d'être venus pour cette dernière séance. Nous allons donc commencer par un mot de Marc Walla, le directeur de l'ENAC. Ensuite, il y aura quelques mots de M. Montubert, qui représente donc la présidente de la région. Et ensuite, vous aurez donc la conférence de Mme Saint-Raymond. Nous espérons que vous avez passé un bon week-end de tournoi mathématique. Les débats et les présentations étaient très intéressantes. Donc, je dois dire que pour nous qui avons assisté à quelques-uns, c'était très riche. Et nous verrons si nous remettons ça l'année prochaine, si en tout cas ça vous a plu de venir à l'ENAC. Voilà, j'espère que c'était bénéfique pour vous. Voilà, le jury est en train de délibérer, donc nous devrions avoir les résultats d'ici une demi-heure. De toute façon, vous les aurez à l'issue de la conférence, mais vous ne repartirez pas sans les résultats. Voilà, donc je vais passer la parole à Marc Walla, le directeur de l'ENAC. Bien, mesdames et messieurs, cher Bertrand, chères lycéennes, chers lycéens, permettez-moi d'abord de vous souhaiter la bienvenue à l'ENAC, à l'École nationale d'aviation civile. Je suis très sincèrement heureux de vous accueillir aujourd'hui dans nos murs. Comme vous pouvez vous en douter, les mathématiques à l'ENAC ont une place toute particulière dans nos formations. En effet, s'il y a une discipline qui est un dénominateur commun dans nos concours, notamment nos concours d'entrée dans nos formations, ce sont bien, vous l'avez deviné, les mathématiques. Comme je vous le laissais entendre, on trouve des mathématiques dans l'ensemble des formations et des cursus de l'ENAC, de l'analyse bien sûr, mais également des probabilités, des statistiques, les fameux processus stochastiques qui sont détestés par nos élèves, de l'aérodynamique également, de la mécanique du vol et bien d'autres sujets encore. C'est pour cette raison qu'au sein de l'ENAC, nous attachons au travers des professeurs de mathématiques permanents de l'ENAC à développer une expertise singulière dans cette discipline indispensable au métier du transport aérien. Cette expertise est également présente au sein de notre recherche, comme nous l'avons vu tout au long de cette semaine, qui touche aujourd'hui à sa fin avec la clôture du tournoi. Les métiers et les activités de l'ENAC s'articulent autour des systèmes aéronautiques et de transport aérien, systèmes parmi les plus complexes qui ont pu être imaginés par l'homme. Nous connaissons dans ces systèmes de transport aérien des mutations et des ruptures technologiques très rapides que nous devons anticiper et pour lesquelles nous devons adapter nos modèles afin d'assurer un transport aérien encore plus sûr, efficace et surtout durable. Pour répondre à ces défis, nous avons le besoin essentiel d'imaginer les futurs systèmes, qu'il s'agisse par exemple des futurs aéronefs, des futurs aéroports, des nouveaux modèles économiques du transport aérien, mais également des gestions de flux, de trafic, également, et vous le comprendrez bien, des big data. Toutes nos grandes thématiques de recherche ont toutes un dénominateur commun, ce sont bien sûr les mathématiques. C'est la raison pour laquelle je me réjouis que vous abordiez les mathématiques avec plaisir, en vous amusant, mais d'après aussi ce que j'ai compris, avec sérieux et avec soif de découverte. Je vous félicite donc d'être ici pour cet événement et de faire vivre cette science vivante, passionnante et ô combien utile en participant à ce tournoi dont l'annonce des résultats sera faite tout à l'heure. Quels que soient ces résultats, je ne doute pas que votre histoire avec les mathématiques ne fait que commencer et que nous retrouverons parmi vous peut-être un jour les vainqueurs de la finale nationale qui aura lieu du 26 au 28 mai à l'École Polytechnique, mais aussi les ingénieurs et chercheurs de demain, et pourquoi pas un futur prix Fermat ou médaille Fields. Je tiens à remercier chaleureusement l'équipe organisatrice du tournoi, et notamment le Cercle Sofra Kowalskaya, le Centre international de mathématiques et d'informatique de Toulouse. Merci également, un grand merci également à nos enseignants-chercheurs qui se sont impliqués bénévolement dans cet événement. Et je laisse maintenant la parole à Madame Laure Saint-Raymond, professeure, d'abord à Bertrand, et ensuite à Madame Laure Saint-Raymond, professeure à l'École normale supérieure de Lyon, et membre de l'Académie des sciences, qui nous a fait l'honneur de sa présence aujourd'hui et d'avoir accepté d'être la marraine de ce tournoi. Merci infiniment.
Bien, je vais faire bref parce que vous êtes tous impatients d'entendre Laure Saint-Raymond. Je voulais évidemment tous vous saluer, qui êtes venus, si j'ai bien compris, des quatre coins de cette région Occitanie et même un petit peu au-delà. Alors on va peut-être penser à annexer Bordeaux pour le rajouter dans cette région, mais elle est déjà suffisamment vaste. C'est un plaisir d'être ici. Je voudrais féliciter l'ENAC pour l'organisation de cette semaine des mathématiques. Mettre à l'honneur les mathématiques, c'est évidemment important pour nous. Et nous sommes dans une région qui a eu une relation aux mathématiques particulièrement forte. Vous savez sans doute que Pierre de Fermat était toulousain. Si vous avez d'ailleurs la chance d'aller voir la salle des illustres au Capitole, vous y verrez une statue de Pierre de Fermat inspirée par une muse et qui laisse toujours rêveur les mathématiciens qui viennent lorsqu'il y a des conférences, et souvent il y a une réception au Capitole et ils voient Fermat dans une posture, je ne sais pas comment le décrire, en tout cas cherchant l'inspiration mathématique, voilà. Je n'en dis pas plus, à vous d'aller le découvrir. En tout cas, Fermat était évidemment une des grandes figures, et c'est bien pour ça que nous avons un prix Fermat, dont d'ailleurs Laure Saint-Raymond est une des lauréates. Et nous avons aussi plus récemment une figure importante qui était également dans notre région avec Alexandre Grothendieck, puisque on l'a souvent oublié, mais Alexandre Grothendieck a passé une très grande partie de sa vie. Il est dans notre région, il a été professeur à l'université de Montpellier, il y a fait aussi des études. Donc évidemment, il fallait mettre les mathématiques à l'honneur. C'est d'autant plus important que les mathématiques, on en entend toujours beaucoup de choses. Les mathématiques font souvent peur et il est, je pense, extrêmement pertinent, extrêmement utile de faire des événements comme ceux qui ont été organisés, en particulier ce tournoi, pour essayer de montrer aussi que les mathématiques, ça peut rimer avec le plaisir, avec une stimulation intellectuelle dont je trouve qu'il n'y a pas grand-chose d'autre qui soit aussi stimulant finalement que cette activité-là. Moi-même qui suis mathématicien en tout cas, et sans doute éprouvé les plus grands plaisirs de ma vie en faisant des mathématiques. C'est en tout cas tout ce que je vous souhaite, et j'espère effectivement que votre participation à ce tournoi, et quel que soit le résultat, parce que dans un tournoi il y a évidemment des vainqueurs, des vaincus, mais finalement tout ça n'a pas beaucoup d'importance. L'importance, c'est est-ce qu'on a réussi à se vaincre soi-même, c'est-à-dire à se dépasser, à aller chercher dans les tréfonds de son cerveau ce qui permettait de résoudre, d'approfondir au minimum, même quand on n'a pas toujours réussi à résoudre, des situations mathématiques dont je pense qu'elles ont été à la fois originales et complexes. Voilà, bravo à toutes et à tous. Et je vais maintenant, cette fois-ci, je crois, pouvoir laisser la parole à Laure Saint-Raymond. Merci pour votre écoute. Alors, je suis bien la présentation. Et là, son tableau est souvent ici. Super. Donc, bonjour à tous. J'en ai déjà croisé un certain nombre dans une des salles tout à l'heure. Alors d'abord, je voudrais vous dire que ma carrière de mathématicienne commence à être longue, mais c'était la première fois que je voyais des maths en compétition. Donc je trouvais que c'était une expérience intéressante. En tout cas intéressante parce qu'elle crée de l'émulation. Mais je pense que ce qu'il y a de plus important, c'est le travail que vous avez fait en équipe avant. Et donc voilà, je vous souhaite de pouvoir continuer ces recherches en équipe. Je trouve que ça fait partie aussi de ce qui est très chouette dans ce métier, c'est de pouvoir travailler avec d'autres. Voilà, donc ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est des maths qui sont à la limite avec la physique, et j'ai trouvé que dans cet endroit c'était important de pouvoir parler de ce phénomène qui est à la fois bien connu et en fait on va voir à la fin pas très bien connu et pas très bien compris encore, qui est le mur du son. Donc vous avez sûrement déjà entendu parler. Alors je vais d'abord commencer par une petite partie introductive avec ce qu'on peut trouver sur le mur du son quand on tape mur du son sur Google, que vous savez faire sûrement aussi bien que moi. Je vous conseille, j'ai regardé un certain nombre de documents, mais je vous conseille en particulier une petite vidéo faite par Science et Avenir, je crois, qui est assez instructive, ça dure 2 minutes, donc ça ne prendra pas trop de votre temps. Voilà, donc je vais essayer de décrire ce phénomène observé, et puis de vous montrer que, en tout cas, dans le mur du son, en fait, ça fait référence à plusieurs choses différentes, et vous spécifier un petit peu ce dont moi je voudrais vous parler ce soir. Donc l'objectif à la fin, c'est de vous montrer
toucher du doigt des maths un peu compliquées du XXe siècle. J'espère que ça vous perturbera pas trop dans votre cursus, parce que je vais vous expliquer qu'on peut dériver n'importe quoi, et vos profs, ça va leur faire dresser les cheveux sur la tête, mais c'est pas grave. Voilà, donc voilà ce que vous pouvez dire sur le mur du son. Alors d'abord, ce que vous pouvez dire sur la propagation du son. Donc vous pouvez dire que le son est une onde. Alors on ne sait pas forcément ce que c'est qu'une onde, je vais essayer d'expliquer ça dans la suite, créée par la vibration d'un objet. Et donc là, il y a un petit dessin à côté qui vous montre, puisque c'est ici le son qui est émis par un avion qui est à l'arrêt. Évidemment, il faut faire quand même tourner le moteur, sinon ça ne fait pas beaucoup de bruit. Et donc voilà, donc ces différents cercles concentriques ici vont vous décrivent l'onde qui arrive à différents instants, d'accord? C'est pas très pratique parce que je vois pas ce que je suis en train de... Est-ce que vous m'entendez sans micro? Ok. Je pense qu'en fait c'est pareil avec le micro. Ok, donc dans l'air, parce que le son ne se propage pas que dans l'air, mais là, en l'occurrence, ce qui nous intéresse, c'est dans l'air. Le son se propage, et ce qui fait ce son, c'est une variation de pression. D'accord? Et donc, en fait, si vous vous souvenez, si vous avez fait un petit peu de chimie, vous savez que l'air est composé de petites molécules. Hein, d'accord? Et donc, la pression, c'est lié au fait que vous avez beaucoup ou pas beaucoup de molécules dans un même volume. D'accord? Donc, vous avez cette compression qui va se déplacer, d'accord? C'est ça qui est représenté ici par ces cercles, d'accord? Donc sur un cercle comme ça, c'est un pic de pression, d'accord? Et donc ces cercles, en fait, ils viennent tous originalement de cette source qui est au centre, d'accord? Et puis votre pic de pression, voilà, c'est à différents instants. D'accord? Donc à un instant, ça c'est le pic de pression qui est créé en dernier, puis là c'est celui qui a été créé il y a plus longtemps. D'accord? Et donc ça, vous avez une très bonne expérience de ça, si vous avez déjà jeté un caillou dans l'eau, d'accord? Vous voyez que vous jetez le caillou, puis après il y a des cercles comme ça qui se propagent, qui font des espèces de petites vagues, donc il y a des endroits où la hauteur est plus grande, et bien c'est exactement pareil, ça fait des crêtes ici, là ça fait une crête de pression. D'accord? Donc ça c'est le cas juste de la propagation d'ondes avec une source qui est immobile. D'accord? Donc maintenant, l'intérêt de l'avion, c'est pas de le faire juste tourner le moteur à l'arrêt, c'est de le faire avancer. Et donc, vous voyez que là, on va voir la même chose, c'est-à-dire que le son va se propager sous forme d'onde, il se propage dans toutes les directions à la même vitesse. D'accord? Mais maintenant, la source, elle bouge. D'accord? Donc, au départ, votre avion, il était quelque part par ici, et donc vous avez un premier cercle qui correspond au son qui a été émis à l'instant au départ. D'accord? Puis après, l'avion a un petit peu avancé, donc le centre du deuxième cercle est un petit peu décalé, etc. Et puis, et donc, au fur et à mesure, les cercles se déplacent ici. Donc, le centre des cercles se déplace ici, dans la direction de l'avion. D'accord? Et donc, ce qu'on appelle ces espèces de vagues là qu'on appelle les fronts d'onde, eh bien, ils vont plus être concentriques. Donc, si vous revenez à cette image des petites vagues dans l'eau, bah, c'est ce qui se passe si vous prenez un bateau, d'accord, c'est pareil, le moteur du bateau va faire des petites vagues. Quand vous faites avancer votre bateau, eh bien, les petites vagues, ça fait plus des cercles. Alors, ça fait des cercles, mais ils ne sont pas tous centrés au même endroit. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est que le mur du son? Bah, le mur du son, c'est ce qui se passe que si vous faites déplacer votre ah non, c'est pas ça qu'il fallait faire. Si vous faites déplacer votre avion exactement à la vitesse du son. D'accord? Pourquoi? Parce que vous voyez que ce premier cercle ici, eh bien, il est centré à un point qui doit être quelque part par là. D'accord? Mais vous voyez que la distance qui est parcourue ici entre le moment où le son a été émis et puis ce front, ici, donc ça c'est ce qu'on appelle la vitesse du son, eh bien, je suppose ici qu'elle est exactement égale à la vitesse de l'avion. Et donc vous voyez que pour chacun de ces cercles, on se retrouve exactement à avoir un point du cercle, ici, au même endroit, qui est exactement le nez de l'avion. D'accord? À supposer que le moteur est au niveau du nez de l'avion, je crois que ça c'est pas très vrai, mais bon, l'avion est un peu gros par rapport, mais... Voilà. Donc ce qui se passe, c'est que si votre avion se déplace exactement à la vitesse du son, eh bien, vous voyez que toutes ces vagues-là, eh bien, elles vont venir s'ajouter quelque part, se superposer au niveau ici du nez de l'avion. D'accord? C'est la même chose dans un bateau. Si votre onde de surface, elle se propage à la même vitesse que votre bateau, si vous vous mettez exactement, vous avez une espèce de grosse vague qui se crée juste sous le nez du bateau. D'accord? Ça peut commencer à secouer fort.
D'accord, donc ce qui est important, c'est de voir que ces variations de pression, donc ces ondes sonores, quelque part, elles s'ajoutent. D'accord. Et donc le fait que vous avez ici un phénomène particulier quand vous êtes exactement à la vitesse du son, eh bien c'est que toutes ces ondes, eh bien, tous ces fronts d'ondes, ils s'ajoutent exactement en ce point. D'accord. Donc mur du son, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire cette espèce de mur ici qui est tangent à tous ces cercles en même temps. On va voir une façon plus précise de dire ça sur cette propagation. Et puis c'est aussi quelque chose qui fait référence, mais ça je n'en parlerai pas du tout, à ce qui se passe pour la personne qui est dans l'avion ou pour l'avion lui-même. D'accord. Donc comme on a une très grosse compression ici, eh bien, ça peut un petit peu endommager l'avion. Ça commence à chauffer très fort. Hein. Je vais vous montrer tout à l'heure que la pression est reliée aussi à la température. D'accord. Et donc voilà. Donc ça veut dire qu'en particulier, si vous n'avez pas fait un avion qui est spécialement conçu pour ça, eh bien, ça peut mal se terminer. Il y a beaucoup de gens qui ont essayé de passer le mur du son et qui ont fracassé leurs avions, je pense, avant qu'on arrive à le faire pour de vrai. Voilà, bon, ça c'est pas la partie que je voudrais discuter ce soir. Ce que je voudrais discuter, c'est le point de vue de l'observateur. Donc vous êtes en train tranquillement de faire votre jardin, il y a un avion de chasse qui passe et ça fait bam, d'accord. C'est ça que je voudrais expliquer. Donc si vous dépassez le mur du son, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, vous voyez que donc vous pouvez toujours tracer vos petits cercles concentriques qui vous disent où est le front d'onde, c'est-à-dire où est la première compression qui est liée au bruit qui est émis par l'avion à l'instant 0, puis aux instants successifs. Donc si maintenant votre avion il va plus vite, d'accord, que la vitesse du son, vous avez un schéma comme ça qu'on appelle le cône de Mach. Donc vous voyez que si vous êtes un observateur et que vous êtes en avant ici de ce cône, eh ben, vous entendez rien. D'accord ? Parce que le son, c'est ce qui est représenté ici par les cercles. Et vous voyez que tous vos cercles, vous entendez rien. Vous n'entendez pas l'avion. Maintenant, si vous êtes à l'intérieur du cône, ici, vous allez être touché par un de ces cercles. D'accord ? Et donc, vous allez entendre un bruit qui est un bruit normal d'avion. Et évidemment, il est décalé par rapport au moment où il a été émis. D'accord ? Mais vous entendez le bruit normal d'un avion. Et maintenant, si vous êtes ici, là, sur cette tangente ici, qui est tangente... vous voyez, à tous les cercles, mais vous voyez que le son, quelque part, s'accumule parce que vous entendez à la fois ce qui vient de ce cercle-là, de ce cercle-là, ce cercle-là, ce cercle-là. D'accord ? Et donc, de nouveau, vous avez une forte compression, et c'est pour ça que quand on entend ce bruit bang, quand on entend passer un avion qui est supersonique. D'accord ? On l'entend aussi pour un avion transsonique, donc qui à peu près à la vitesse du son. Mais voilà, le dessin est juste, vous avez juste que c'est un peu dégénéré parce que ces deux tangentes ici deviennent juste une tangente verticale. D'accord ? Donc c'est l'autre chose que je voudrais expliquer. Donc la première que je vais essayer de vous expliquer, c'est ce que c'est qu'une onde sonore. Donc comment est-ce qu'on modélise ça avec des mathématiques. Et puis ce que je vais essayer de vous expliquer pour finir, c'est ce phénomène-là où on ajoute beaucoup d'ondes sonores quelque part, on obtient quelque chose qui est singulier, qu'on appelle une onde de choc. D'accord ? Donc c'est ces deux choses-là que je voudrais... vous voyez que c'est une toute petite partie du problème, parce qu'après il y a tous les problèmes de savoir comment l'avion réagit à ça. Puis on va voir que même la façon dont je le traite, c'est déjà assez simplificateur. Mais vous voyez que c'est vraiment un tout petit élément du problème. Ça c'est ce point-là précisément que je voudrais vous expliquer ce soir. Voilà, donc deux choses, savoir ce que c'est qu'une onde, pourquoi est-ce que je peux représenter le son par ces grands cercles, et puis la deuxième, qu'est-ce que c'est qu'une onde de choc, parce que c'est pas n'importe quelle onde, une onde de choc. Voilà, donc avant de faire des maths, eh bien, il va falloir que je vous explique un petit peu de physique. Mais donc, disons qu'en première approximation, on peut dire que l'air est un gaz, ça je pense que c'est OK pour tout le monde. Alors un gaz parfait, ça veut dire qu'on a une relation entre la pression et la température, donc ça c'est probablement quelque chose que vous avez aussi peut-être vu, je ne sais pas, ça dépend, je pense qu'il y a des secondes et des premières et des terminales, donc peut-être pas tout le monde. Mais peu importe, ça, on va l'admettre. Et puis, c'est un gaz qui est compressible, c'est surtout ça qui est important. Hein, donc, qu'est-ce que ça veut dire compressible ? Vous voyez que si vous avez de l'eau, d'accord, l'eau, c'est pas très compressible. Si vous prenez un volume d'eau et que vous essayez de la faire tenir dans la moitié du volume initial, ça va être compliqué, d'accord ? Il va falloir vraiment pousser très fort.
D'accord. Maintenant, vous voyez bien que pour de l'air, c'est beaucoup plus simple. Si vous avez un volume d'air, c'est pas très compliqué, d'accord, de le pousser et de le mettre dans un volume qui est 2 fois moins. Donc c'est la compressibilité, c'est cette possibilité, d'accord, d'occuper plus ou moins d'espace pour la même quantité de gaz. D'accord. Donc maintenant, comment est-ce qu'on décrit ce gaz? Alors on peut le décrire soit comme une collection d'atomes. Donc on dit que c'est plein de petites particules et on essaye de regarder le mouvement de chacune de ces particules, mais ça c'est très fatigant parce qu'il y en a beaucoup. Soit alors vous pouvez décrire avec ce qu'on appelle des grandeurs macroscopiques, des grandeurs thermodynamiques. Et donc ici c'est ce qu'on va faire. Et donc les différentes grandeurs qu'on va regarder sont la densité du gaz. Alors qu'est-ce que c'est la densité du gaz? C'est vous prenez un petit volume, disons un volume de... Normalement ça s'exprime en mètres cubes. D'accord. Donc vous prenez 1 mètre cube de gaz et vous comptez le nombre de particules qui sont dedans. D'accord. Ça vous donne la densité du gaz. Ensuite, il y a quelque chose qui vous intéresse, évidemment, quand vous regardez quelque chose qui s'appelle un écoulement, c'est à quelle vitesse moyenne se déplacent vos particules. Donc ça, par exemple, si vous avez déjà regardé une rivière qui coule, eh bien, vous savez qu'on peut mesurer le débit, d'accord? Donc ça, c'est exactement ça, la vitesse d'écoulement. C'est en gros quel est le mouvement, vous pouvez observer quel est le mouvement moyen, d'accord, de l'eau ou pareil du gaz. D'accord? Quand vous mettez du gaz dans un conduit, vous savez aussi mesurer cet écoulement. Et puis il y a une autre quantité qui est un petit peu plus compliquée parce qu'on se figure moins bien, je dirais, la relation de cette quantité avec le mouvement des petites particules, qui est la température. Alors la température, c'est aussi ce qu'on appelle le carré de la vitesse d'agitation thermique. Alors c'est quoi le principe? Le principe, c'est que en fait, quand vous êtes dans votre gaz, les particules ne sont pas très disciplinées, elles n'ont pas décidé toutes de se promener à la même vitesse. D'accord? Donc, la vitesse d'écoulement, c'est la vitesse moyenne, c'est-à-dire vous prenez toutes les vitesses et vous calculez leur moyenne. D'accord? Et maintenant, la température, qu'est-ce que c'est? C'est quelque part ce qui mesure l'écart à cette moyenne. Donc, pour ceux d'entre vous qui ont déjà fait un petit peu de statistiques ou de probabilité, eh bien, la vitesse d'écoulement, c'est l'espérance de la vitesse, et la température, c'est la variance. D'accord? Donc ça, c'est pour ceux qui ont fait plus de probas. Et puis pour les autres, vous voyez que j'ai plein de vitesses, donc je regarde la moyenne, puis après je regarde en gros comment les vitesses dévient par rapport à cette moyenne, et c'est ça qui me donne la température. D'accord? Donc un gaz très froid, ça ne veut pas dire que le gaz n'est pas en mouvement, ça veut dire juste que tout le monde est très discipliné. D'accord? Donc quand c'est très froid, tout le monde va en une seule file. D'accord? Et puis quand c'est très chaud, ça veut dire que tout le monde fait n'importe quoi, c'est l'anarchie la plus totale, et donc il peut y avoir beaucoup de mouvement, beaucoup d'énergie dans le gaz, mais chacun fait ce qu'il veut. D'accord? Alors maintenant, vous voyez que ces grandeurs, eh bien, en général, elles dépendent de plein de choses. Elles vont changer avec le temps, donc c'est des fonctions du temps, et puis elles changent aussi avec le point de l'espace. D'accord? Si vous vous asseyez tous au fond, d'accord, il va faire plus chaud au fond que ici. Ou s'il y en a qui se mettent à danser dans un coin, ça va faire plus d'agitation, d'accord? Donc voilà, donc vous avez ces fonctions, donc vous voyez que vous avez beaucoup de fonctions parce qu'en fait vous avez la densité, c'est une fonction, mais la vitesse c'est 3 fonctions parce qu'il faut une composante de vitesse horizontale, une verticale et puis une ici dans ce sens-là. Donc il y a 3 composantes de vitesse et une température, donc ça fait 5 fonctions et chacune de ces fonctions, elles dépendent du temps, d'accord, et puis de chaque position. D'accord? Donc ça fait beaucoup d'informations, mais ça fait toujours moins que s'il fallait retenir la vitesse de chacune des particules. Parce que, voilà, je ne sais pas si le nombre d'Avogadro vous dit quelque chose, mais voilà, si vous calculez le nombre de particules de gaz qu'il y a dans cette pièce, vous allez voir que c'est beaucoup plus que 5. Hein. Voilà, donc maintenant, là, j'ai dit que j'avais un gaz qui était un gaz parfait, compressible. Et donc, pour ces gaz parfaits compressibles, eh bien, ça vous dit que la pression, d'accord, ce que vous pouvez mesurer avec un baromètre, hein, eh bien, cette pression, elle est reliée par une constante R que je ne détaillerai pas, à la densité N et à la température. C'est juste le produit des deux. D'accord? Et R, c'est une constante universelle qui dépend de rien du tout. Voilà, donc ça, c'est comment est-ce que je peux décrire mon gaz. Donc vous voyez, j'ai plein de trucs, mais maintenant, ce que je voudrais, c'est, si je connais l'état de mon gaz à un instant donné, au début, ce que je voudrais, c'est être capable de prédire ce qui va se passer. D'accord?
Vous voudriez savoir comment le son va se propager, vous voudriez savoir quel temps il va faire demain, ça c'est plus compliqué. Alors là, je suis désolée, le petit dessin, il y a des lettres que j'ai changé d'avis en cours de route et j'ai pas tout changé, j'ai pas changé le dessin. Donc d'abord, ce que je voudrais écrire, c'est une première équation qui me dit que le nombre total de mes particules, il ne va pas changer. D'accord ? Les particules, elles vont se déplacer, mais le nombre total de particules, il ne va pas changer. J'ai pas de réaction chimique, j'ai rien de bizarre comme ça. Donc maintenant, je prends un petit volume, d'accord, qui est décidé là, de l'espace. D'accord ? Donc il est centré autour du point X. Le point X, il a 3 coordonnées, X1, X2 et X3. Et puis ce petit volume là, dans chaque direction, sa longueur ici c'est dx1, ici dans cette direction là ça va être dx2 et là ça va être dx3. D'accord ? Et donc maintenant ce que je veux calculer, c'est le nombre de particules que j'ai à l'intérieur de petit cube. D'accord ? Ce que je dis, c'est que la variation de ce nombre de particules, par définition, le nombre de particules qu'il y a, c'est la densité fois la taille fois le volume. D'accord ? Donc, ce que j'ai comme nombre de particules dans ce volume à l'instant t, c'est n de t fois dx1 fois dx2 fois dx3. Ça, c'est le volume. Je multiplie ici par la densité, et donc ça me donne exactement le nombre de particules que j'ai dans mon volume à l'instant t. D'accord ? Maintenant, ce que j'ai à l'instant t plus dt, c'est n de t plus dt fois le même volume ici. Et donc la variation, ce qui a changé, hein, la variation du nombre de particules, eh bien c'est juste la différence entre n de t plus dt et n de t, et fois ce petit volume ici. D'accord ? Donc je vous rappelle, à chaque fois que je note x ici, c'est une notation courte parce que sinon ça déborde de partout, mais c'est pour n de x1, x2, x3. D'accord ? Alors maintenant, ce que je veux savoir, c'est donc ces particules, il y en a plus ou il y en a moins, mais elles sont arrivées ou elles se sont barrées quelque part. Donc je veux savoir où elles sont. D'accord ? Donc maintenant, ce que je dis, c'est que je vais calculer ce qui est rentré et ce qui est sorti de mon cube. D'accord ? Ah non, c'était pas ça qu'il fallait faire, c'était ça. Donc qu'est-ce qui est sorti de mon cube par cette face-là ? Vous voyez que ça va dépendre de la vitesse. Si la vitesse, elle est orientée dans cette direction, les particules, elles vont être sorties du cube. Et puis par contre, si elle est toujours orientée dans cette direction, il y en a qui vont rentrer ici par cette face-là. D'accord ? Donc ça, c'est la composante U1 de la vitesse. D'accord ? Parce que ça, c'est la direction 1, ça, c'est la direction 2, ça, c'est la direction 3. Donc ça, c'est la composante U1 de la vitesse. Et donc, vous voyez que ce qui est sorti par ici, c'est ce qui est écrit là. C'est moins n fois U1. Et puis, je prends ça ici à l'abscisse x1 plus dx1, d'accord, qui est ce point-là. Et puis je lui enlève ce qui est rentré à l'abscisse x1, ici, et je multiplie par, ici, la surface. D'accord ? Donc quand je multiplie ici le débit par la surface, ça me donne exactement qui est rentré, qui est sorti. Et puis après, je fais ça pour chacune des faces du cube. D'accord ? C'est pour ça que j'obtiens 6 termes. D'accord ? Je suis en train de calculer tout ce qui est rentré, tout ce qui est sorti de mon cube. Et comme les particules, elles n'ont pas disparu par un miracle, eh bien j'obtiens que la variation ici, d'accord, du nombre de particules, ça doit être exactement égal à ce qui est rentré moins ce qui est sorti. D'accord ? Alors ça, c'est bon, on peut écrire ça, mais les mathématiciens aiment utiliser des formes un peu plus condensées et puis un peu plus infinitésimales, c'est-à-dire on prend des cubes de plus en plus petits parce que cette relation, elle doit être vérifiée quelle que soit la taille de mon cube. D'accord ? Et donc, on essaye d'écrire ça de façon infinitésimale. Et donc, vous voyez que je reviendrai un petit peu sur la notion de dérivée, essentiellement pour tout casser ce qu'on vous a appris. Donc, pour l'instant, je fais avec ce qu'on vous a appris. Donc, vous voyez que ça, par définition, d'accord, quand vous regardez n à l'instant t plus dt moins n à l'instant t, et que vous prenez un dt qui est de plus en plus petit, et bien ça, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait quelque chose qui doit ressembler à dt fois la dérivée de n. D'accord ? Donc ça, tout ça, vous voyez que c'est quelque chose qui ressemble à dt, je dérive n par rapport à t, et je multiplie par dt, dx1, dx2, dx3. Ici, quand vous regardez, vous voyez qu'ici, c'est la même chose,
j'ai quelque chose qui est une toute petite variation dans la direction de x1, et donc je vais dériver u1, enfin n fois u1 par rapport à x1, et puis ça va me donner fois dt, dx1, dx2, dx3, etc. pour tous les termes. Et donc à la fin, vous avez cette forme qu'on appelle la forme différentielle, et donc là, vous avez appris ce que c'est qu'une équation aux dérivées partielles, peut-être même avant ce que c'est qu'une équation différentielle. Eh bien, vous voyez que ici, ce que je suis en train d'écrire, c'est que dtn, c'est le terme ici qui mesure la variation de densité, eh bien, c'est relié à ce qu'on appelle ici une divergence, d'accord? C'est exactement, vous voyez, ce qu'on a écrit ici, c'est-à-dire, je dérive par rapport à x1, n1, u1, je dérive par rapport à x2, n fois u2, et je dérive par rapport à x3, n u3. D'accord? Donc ça vous dit juste que j'ai conservé le nombre de mes particules. D'accord? Donc cette relation, elle paraît un petit peu compliquée. Bon, pour l'instant, on la laisse tranquille. Ça fait au moins une équation. Vous voyez qu'une équation, ça fait pas beaucoup parce que pour l'instant, j'ai 5 inconnus. D'accord? Donc 5 inconnus et une seule équation, ça suffit pas. Donc il faut que j'écrive d'autres relations du même genre. Alors maintenant, pour ceux d'entre vous qui ont fait un petit peu de physique, qui ont fait un peu de mécanique, vous avez dû apprendre le principe de Newton. Donc ça, je passe en première, je pense, quelque chose comme ça, qui vous dit que si vous prenez un corps, eh bien, son accélération est proportionnelle aux forces qu'on applique dessus. D'accord? Donc, en général, vous tracez des vecteurs. Ça, je pense qu'on apprend même ça au collège maintenant. Tracer des... non, mais que ça dépend des forces qu'on applique dessus. Après, pas précisément comment ça se passe. En particulier qu'un corps à l'équilibre, c'est si la somme des forces fait 0. Voilà, donc en tout cas c'est le principe de Newton et je peux l'appliquer pour une particule, une grosse boule, ou je peux l'appliquer pour plein de particules, c'est pareil. Et donc là c'est ce que je vais faire, je vais écrire que l'accélération, d'accord, eh bien c'est proportionnel aux forces. Alors ici des forces, ce qui est bien c'est que des forces j'en ai pas trop, d'accord, essentiellement le seul terme de force que j'ai c'est les forces qui sont exercées par les petits copains qui sont à côté, d'accord, donc si j'ai toujours mon petit volume que j'avais dessiné là, d'accord, eh bien j'ai plein de particules à l'intérieur, mais ce qui va exercer une force sur ce petit volume de gaz, c'est le petit volume de gaz qui est ici à côté, au-dessus, ici à gauche, en dessous, devant et derrière. D'accord? Donc c'est ça qu'on appelle la pression. D'accord? La pression, c'est la force qui est exercée par vos petits copains qui sont à côté. Voilà, donc ça c'est une représentation. Alors après, on peut voir que cette pression, en fait, elle est vraiment liée, et le fait qu'on a cette relation que j'ai donnée à des gaz parfaits, c'est vraiment lié au fait que au niveau microscopique, si vous regardez votre gaz avec une loupe ou un microscope, eh bien, vous pouvez vous rendre compte que en fait, c'est une collection de toutes petites particules et que ces petites particules, elles s'entrechoquent et c'est ça qui fait que vous ressentez la présence de vos voisins. D'accord? Donc, si en particulier vous avez beaucoup plus de voisins à gauche qu'à droite, ça va vous pousser vers la droite. D'accord? Donc, c'est exactement ça. Hein. Donc, plus la pression est grande, plus vos petites particules, elles vont être amenées à se décaler. D'accord, donc ça c'est la liste des forces de pression est vite vue. Alors évidemment, si vous regardez l'air, il y a quand même aussi des forces de gravité, mais c'est pas le plus important, je dirais en première approximation. Vous pouvez garder juste les termes de pression et vous obtenez une très bonne approximation pour les ondes acoustiques. Alors maintenant, il y a un petit problème, c'est que cette loi de Newton qui vous dit que l'accélération est proportionnelle à la somme des forces, c'est vrai quand vous considérez des petites particules, mais vous voyez que vos petites particules ici, pour de vrai, elles bougent pas à la vitesse moyenne. D'accord ? Elles bougent avec une autre vitesse. En particulier, si vous voulez regarder l'accélération d'une particule, il faut suivre toujours la même particule. D'accord ? Vous voulez pas juste regarder l'accélération de une particule, n'importe laquelle qui est là, d'accord? Vous voulez prendre une particule qui est ici, la suivre et regarder son accélération. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose qui est un petit peu subtil, hein, mais c'est ce qu'on appelle la convection, c'est-à-dire que l'équation de Newton, elle est vraie si vous suivez une particule, pas si vous juste vous mettez au-dessus du pilier, d'accord, d'une pile de pont et vous regardez juste ce qui se passe, d'accord. C'est pas vrai que l'accélération de la particule qui est juste à l'aplomb de votre pile de pont, elle va être juste égale à la somme des forces extérieures. Ce qui est vrai, c'est que l'accélération de la particule que vous suivez, donc si vous voulez la bonne image, c'est que pour écrire le principe de Newton, il faut vous accrocher à une bouée et dériver avec la bouée, et il faut pas juste vous mettre sur la pile de pont et regarder ce qui se passe. D'accord, donc ça c'est exactement dérivé avec la bouée, c'est exactement ce terme ici. Donc normalement l'accélération c'est juste la dérivée par rapport au temps.
Mais ici, comme il faut dériver avec la bouée, ben on rajoute tous ces termes ici. Donc je ne vais pas vous expliquer pourquoi on rajoute tous ces termes. Mais en tout cas, donc ce que je voudrais que vous remarquiez, c'est que je vais ajouter comme ça 3 équations, puisque évidemment chaque composante ici I peut valoir 1, 2 ou 3. Ça donne l'accélération dans une direction, une deuxième direction et une troisième direction. D'accord? Donc l'accélération dans chacune des directions, qui est cette espèce de grosse dérivée par rapport au temps, ça ressemble à une dérivée par rapport au temps. Je la multiplie ici par la masse. D'accord? Donc ça c'est la masse. Ça c'est la dérivée par rapport au temps, donc la dérivée convective parce que je suis ma bouée. De la vitesse, ça vous donne l'accélération, et donc la vitesse a 3 composantes, et ça c'est égal au terme de pression, donc je dérive la pression, vous voyez que pour faire bouger ma vitesse U1 dans la direction 1, ça va dépendre aussi si j'ai plus de voisins à gauche ou à droite. Dans la direction numéro 2, c'est si j'en ai plus devant ou derrière, et dans la direction numéro 3, c'est si j'en ai plus au-dessus de la tête ou en dessous de la tête, ou sous moi. D'accord? Donc c'est le gradient, ce qu'on appelle le gradient de pression, qui est ce vecteur avec 3 coordonnées qui sont D1P, D2P et D3P, eh bien donne une composante de l'accélération à chaque fois. D'accord? Donc ça fait 3 équations, donc maintenant on en a 4, donc on y est presque. D'accord? Il faudrait au moins une 5e pour avoir une chance d'avoir autant d'équations que d'inconnues, sinon c'est pareil que pour les équations les plus simples. D'accord? Même quand ça devient des systèmes différentiels, en général, si vous avez beaucoup moins d'équations que d'inconnus, ça ne se passe pas très bien. Et donc la dernière équation, elle vient du fait que, quelque chose que vous avez dû apprendre aussi, que l'énergie est conservée. Bon, ok, l'énergie est conservée, on ne sait pas trop ce que c'est l'énergie, on ne sait pas trop pourquoi elle est conservée, mais c'est pas grave. Donc on va partir de ce principe, qui est un principe de la physique. Si je devais vous expliquer ça, ça prendrait un peu plus de temps, il me faudrait un tableau. Voilà. Donc voilà, donc ici, essentiellement, ce qu'on a envie de dire, c'est que si je suis en dehors de l'avion, évidemment, l'avion, lui, fait un peu de bazar, de l'énergie, j'en injecte au niveau de l'avion, mais en dehors de l'avion, si je veux juste regarder la propagation du son et pas juste comment il est émis, donc en dehors de l'avion, eh bien, l'air, il n'est pas soumis à d'autres... j'injecte pas d'énergie dans l'air, ou d'accord, j'en injecte par le soleil et des choses comme ça, mais c'est pas vraiment les mêmes échelles. Alors ce qu'on a dit, c'est que donc l'air, il est composé de toutes ces petites particules. Donc qu'est-ce que ça va être l'énergie de l'air? C'est l'énergie de chacune des particules. Essentiellement, c'est la somme de l'énergie de chacune des particules. Alors l'énergie d'une particule, c'est quelque chose qui est proportionnel à sa vitesse au carré. Et donc quand vous calculez la somme de toutes les vitesses au carré, vous obtenez cette expression ici pour l'énergie. Donc c'est 1/2 de n fois u au carré, plus 3/2 parce qu'on est en dimension 3, de n fois la température. D'accord? Donc vous voyez bien que la température, ici, elle vous mesure vraiment c'est la partie d'énergie qui n'est pas dans le déplacement macroscopique, mais qui est quand même dans l'agitation des particules. Voilà, et donc quand vous mettez tout ça ensemble, ça vous fait ce magnifique système. Donc je ne vous demande pas de l'apprendre par cœur, vous n'avez pas besoin de savoir ce qu'il y a dedans pour la suite. Mais voilà, c'est juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc ça c'est ce qu'on appelle les équations de l'air pour un fluide compressible. Donc vous pouvez reconnaître ici cette première équation qui était la conservation de la masse. Ensuite, je les ai réécrites sous forme un petit peu différente, mais c'était les 3 équations ici qui sont les équations du mouvement. Donc vous voyez que dans ces équations, à chaque fois, j'ai une partie ici avec du NU1 carré, NU1U2, NU1U3 qui vient juste de la convection, et puis ce terme de pression, donc D1P pour la première composante ici, D2P pour la deuxième composante et D3P pour la dernière composante. Donc vous retenez juste que dans ces équations du mouvement, il y a 2 phénomènes, la convection, donc je suis avec ma bouée, et puis la pression, je vois si j'ai plus de voisins à gauche ou à droite. D'accord? Et puis cette dernière équation, qui est l'équation de conservation de l'énergie, donc pareil, vous voyez tous les termes en E fois U1, c'est les termes qui sont encore liés à la convection. Et puis vous avez à nouveau un terme avec de la pression ici, qui dépend si on vous pousse plus à gauche ou à droite. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle les équations de l'air compressible. Quelque part, c'est les équations les plus simples qu'on peut écrire pour un gaz. Vous voyez que c'est pas très simple, mais quand même, si vous pensez au nombre de petites particules qu'il y a dans votre gaz, c'est quand même relativement simple. Et en particulier, ça devrait être assez possible, d'accord, de mettre ça dans une simulation. Évidemment, Euler, il a fait ça bien avant qu'on puisse faire des simulations, donc c'est pas ça, c'est pas faire une simulation qu'il voulait, mais on pourrait penser que quand même ces équations, elles n'ont pas l'air si méchantes que ça. Alors malheureusement, c'est pas le cas. Ces équations qui sont très méchantes, et aujourd'hui, on ne sait même pas montrer qu'elles ont une solution.
D'accord? Donc on va savoir faire des solutions particulières, en particulier si on est en dimension 1 d'espace, donc si on a vraiment une propagation qui est dans une direction. Mais en général, on ne sait pas résoudre ces équations. Pourquoi? Parce que ces équations, qui, même si vous partez avec quelque chose qui est très gentil, eh bien, va vous créer des chocs, des singularités, plein de choses dégoûtantes, et qui font qu'a priori, ces équations, elles n'ont même plus de sens. D'accord? Donc ça, c'est ce que je voudrais vous expliquer dans la dernière partie. Et d'abord, ce que je voudrais vous montrer, c'est quelle simplification de ces équations on utilise en général pour regarder la vitesse du son. Parce que ça, on a l'impression quand même que la propagation du son, c'est un truc qui est bien connu depuis longtemps. Donc je voudrais vous montrer qu'effectivement, on a une version simplifiée de ces équations qui permet de comprendre la propagation du son. Mais il faut savoir que c'est une simplification, et donc on a mis plein de choses sous le tapis. Et c'est pour ça qu'en particulier, quand on commence à approcher du mur du son, eh bien, cette simplification, elle se casse complètement la figure. Voilà, donc je vais commencer par ce premier modèle qu'on appelle un modèle linéaire et qui va vous expliquer comment se propage le son, qu'est-ce que c'est que cette notion d'onde. Et vous allez voir que là, alors il vous faudrait probablement plus que les 10 minutes que j'ai pour vous expliquer, pour comprendre dans le détail, mais si vous reprenez ça à tête reposée, vu tout ce que vous êtes capable de faire, je n'ai aucun doute sur le fait que vous obtiendriez sans souci la description des ondes acoustiques. Alors, donc les ondes acoustiques, qu'est-ce que c'est? C'est quoi la simplification que j'ai envie de faire? Donc j'ai envie de dire, si je me mets dans l'air, d'accord, et je fais juste voler une mouche, bon, la mouche quand même, alors la mouche ça peut être un avion, mais quand même, vous voyez que elle va pas fondamentalement changer l'état de l'air, d'accord? Ça va changer un petit peu localement, mais un petit peu, d'accord? Donc ce qui est raisonnable, c'est se dire, on va commencer par regarder ce qu'on appelle un régime perturbatif, c'est-à-dire on se met à l'équilibre. D'accord? Donc, qu'est-ce que c'est un état d'équilibre? C'est un état où l'air ne bouge pas, donc la vitesse, elle est 0. Vous donnez une densité qui est la même partout, donc vous êtes poussé autant par vos voisins à droite que par vos voisins à gauche, donc vous ne bougez pas, d'accord? Et la même chose dans toutes les directions. Et puis, votre température, elle est donnée, elle est la même partout, et donc voilà. Donc, tout le monde se comporte gentiment, ça agite un petit peu dans tous les sens, mais avec à peu près la même température. Et donc ça, c'est un équilibre. D'accord? Donc si vous vérifiez, si vous prenez n qui est une constante, que j'ai appelée ici n équilibre, hein, u qui est 0 était la température d'équilibre, vous retournez aux équations qui sont là. Vous voyez que comme personne ne dépend du temps, tout ça, ça fait 0. Comme personne ne dépend de x1, tout ça, ça fait 0. Comme personne ne dépend de x2, tout ça, ça fait 0. Comme personne ne dépend de x3, tout ça, ça fait 0. Et donc, vous êtes bien une solution de l'équation. D'accord? Donc ça, c'était pas trop dur. Donc, un équilibre, c'est bien une solution des équations de l'air. Bon, évidemment, ce n'est pas la solution la plus intéressante, mais c'est quand même la solution qui est celle qu'on voit le plus. D'accord? Si vous regardez l'air de cette pièce, à part autour de moi qui m'agite, ça, c'est relativement raisonnable. Alors maintenant, ce qu'on a envie de dire, c'est que l'avion, il perturbe ça un petit peu, mais il le perturbe un petit peu, d'accord? Il n'a pas changé la température de l'air partout et énormément. D'accord? Donc ce qu'on a envie de dire, c'est que la densité, ça va être la densité d'équilibre plus quelque chose qui est tout petit, d'accord? Qu'on appelle n'. La vitesse, ça va être quelque chose qui est tout petit, d'accord? Ça bouge un tout petit peu, mais pas beaucoup. Et la température, c'est quelque chose qui est la température d'équilibre plus quelque chose qui est tout petit. Et donc l'idée, c'est de dire, maintenant, si j'oublie les termes qui sont tout petits, j'ai une solution, donc je n'ai pas envie de les oublier complètement. Mais si je multiplie deux termes qui sont tout petits, alors là, j'obtiens un truc qui est vraiment, vraiment tout petit. D'accord? Les trucs vraiment, vraiment tout petits, ça va faire 0. D'accord? Donc c'est ça qu'on appelle linéariser. C'est-à-dire que maintenant, dans les équations, je remplace, d'accord? Je retourne aux équations qui sont là. Je remplace donc le n par n plus epsilon n', le u1 par u epsilon u1', et tous les termes qui ont au moins un epsilon carré devant, je fais comme s'ils étaient égaux à 0. D'accord? Donc je peux faire ça, vous voyez que ici c'est que des polynômes, d'accord? Donc je vous rappelle que P c'est juste n fois T, d'accord? Donc si je prends ici ce développement ici, je vais avoir des termes qui ont juste le n équilibre ou le t équilibre, ils font 0, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Ensuite, j'ai des termes qui ont juste des epsilon, et puis après j'ai des termes en epsilon carré, en epsilon cube, je pense que ça peut aller jusqu'à epsilon... ça peut aller jusqu'à epsilon 4, puisque vous voyez qu'ici la pression...
Donc vous avez jusqu'à du n fois u cube. D'accord? Parce que vous avez du e qui est comme n fois u carré. Donc vous avez n fois u carré fois encore un u, ça fait jusqu'à n u cube. Donc vous avez des termes qui sont en epsilon 4. Donc déjà, on a décidé que les epsilon 2, ils étaient ridiculement petits. Donc les epsilon 4, eux, j'en parle même pas. D'accord? Donc je garde que ceux qui sont de la taille de epsilon. Donc si je fais ça, ben, il y a besoin de termes qui s'en vont. Donc ça, c'est bien. Donc vous voyez que ici, ce qui va rester dans les termes de dérivés en temps, si vous revenez aux équations qui sont là, d'accord? Donc ici, bah, il n'y a que n, donc il va rester juste le n'. Et ici, quand j'ai un produit, vous voyez que le u il est toujours petit, donc le n, je peux le prendre juste le n d'équilibre, et puis je vais regarder juste la variation de u, ici, et puis ici, dans le e, bah, voilà, j'ai du n fois du u au carré, mais ça, ceux-là, ils sont déjà d'ordre epsilon carré, donc je les oublie. Et donc vous voyez que la dernière équation, c'est comme une équation sur la température, et donc je vais varier juste soit n, soit la température, mais pas les deux à la fois. D'accord? Donc c'est exactement ce que vous obtenez ici. D'accord? Donc finalement, vous obtenez ces équations, vous faites la même chose après pour les termes de ce qu'on appelle les termes de flux, et vous obtenez ça ici. Alors là, il reste encore beaucoup de termes, donc c'est encore un peu fatigant. Bon, en fait, une fois que c'est linéaire comme ça, on sait essentiellement tout calculer, mais il faut faire un peu de calcul matriciel, et ça, vous n'avez pas encore appris. Donc, pour simplifier, on va supposer qu'on n'a plus qu'une dimension. D'accord? Donc les gens ont une vitesse dans une direction, et ils ne dépendent plus que de x1. Tout ce qui dépend de x2 ou x3, j'oublie. D'accord? Donc là, il en reste moins, forcément. À force de faire des simplifications, bon, au bout d'un moment, ça finit par être presque simple. Et donc, voilà ce qui vous reste. D'accord? Je réécris les mêmes équations, et je suppose qu'il n'y a plus personne, il n'y a plus de vitesse dans la direction 2 ni dans la direction 3, et que les gens, ils dépendent que de x1. D'accord? Donc c'est ce qu'on appelle juste, c'est ce qui se passe si vous regardez, par exemple, un écoulement dans une conduite. D'accord? Avec où il y a une invariance dans la section. D'accord? Et donc, vous obtenez quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce que c'est ces trois équations? Vous voyez que vous avez une équation ici qui vous dit comment varie la densité, une équation qui vous dit comment varie la température, et en fait, vous voyez qu'à un facteur près, elles varient exactement pareil. Elles dépendent que du D1, U1'. Et puis après, vous avez une équation qui vous dit comment varie le U1', et lui dépend de la température, la variation de la température, la variation spatiale de la température, et de N'. D'accord? Donc la première chose que vous pouvez voir, c'est que si vous prenez ces deux équations-là et que vous les combinez, d'accord, vous multipliez la première équation par 2/3, et vous voyez que vous obtenez exactement le même terme de flux ici, et donc vous avez une quantité ici qui est une quantité conservée, ce qu'on appelle la relation de Boussinesq. Donc quand vous regardez une propagation d'ondes sonores, eh bien en fait la variation de température, elle est proportionnelle à la variation de densité, et donc c'est pas proportionnel aussi à la variation de pression. Donc, tout ça, et donc vous avez une seule variation finalement qui est intéressante. Donc une variation de ce qu'on appelle les grandeurs thermodynamiques, la densité, la pression, la température. Et puis après, vous allez avoir une variation de la vitesse. D'accord? Et donc maintenant, vous n'avez plus que deux équations, parce que vous avez cette quantité-là, d'accord, qui est cette espèce de variation de pression, densité, température, et puis le U'1. Vous voyez que finalement, votre système, il se transforme en deux équations. Une équation où vous avez la dérivée en temps de la vitesse, qui est la dérivée par rapport à x1 de cette quantité, et puis la dérivée en temps de cette quantité, qui a un facteur près, et essentiellement la dérivée par rapport à x1 de la vitesse. D'accord? Donc ça, si vous combinez les deux, par exemple, si vous redérivez cette équation-là par rapport au temps, et celle-là par rapport à x1, vous allez pouvoir enlever ces termes. Et ce que vous obtenez, c'est ce qu'on appelle une équation d'onde, qui est écrite ici, une équation d'ordre 2. Donc vous dérivez deux fois par rapport au temps, et ça, un facteur près, soit c'est une constante, c'est égal à la dérivée deux fois par rapport à x1 de U'. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle une équation d'onde. C'est aussi ce qu'on obtient pour les équations des cordes vibrantes, hein, pour la même raison, parce que c'est une onde. D'accord? Et donc, voilà. Donc l'équation, elle est juste, c'est juste 2 dérivées en temps égale 2 dérivées par rapport à x1, à des constantes près. Et donc, on peut vérifier que les solutions de cette équation, donc si cette constante c'était 1, ça serait juste la somme d'une fonction qui dépend de x moins t et d'une fonction qui dépend de x plus t. Donc vous voyez que vous obtenez, si vous créez un signal ici en un point, vous allez avoir un petit truc qui se promène vers la gauche. Alors pour vous, ça va être vers la droite. Et un petit truc qui se balade vers la gauche. D'accord? Donc si vous faites une excitation, hein, comme votre avion, donc maintenant vous pensez en une dimension, votre avion, donc vous excitez un signal ici, et vous allez avoir quelque chose qui se promène vers la gauche et quelque chose qui se promène vers la droite, à la même vitesse. Le c, il dépend de rien du tout. Le c, vous voyez que c'est la racine de 5/3 de n fois t,
Et c'est ça qu'on appelle la vitesse du son. D'accord? Donc la vitesse du son, eh bien, vous voyez qu'on la trouve de façon exacte. D'accord? Donc le 5 tiers n'est pas très important, mais vous voyez que c'est proportionnel, C carré est proportionnel à la densité et à la température. Et c'est le même qu'on aille vers la gauche ou vers la droite. D'accord? On peut se promener dans les deux sens. Le profil ici, le V+, et le V- ne sont pas forcément les deux fonctions qui sont identiques. Mais par contre, la vitesse à laquelle ça se propage, eh bien, c'est la même vers la gauche et vers la droite. Alors cette vitesse, vous pouvez la mesurer dans l'air, et en fait, on voit que ça donne une très bonne approximation, hein, cette approximation qu'on appelle linéaire, hein, puisqu'on a enlevé tous les termes d'ordre plus grand que linéaire. Et donc ça vous donne la vitesse du son ici en fonction de l'altitude. Et vous pouvez vérifier que en fait ça correspond aux courbes aussi de température et de densité dans l'atmosphère. Donc vous voyez que vous avez une première partie, je ne me souviens jamais comment ça s'appelle, une première partie ici jusque vers 10 000, même 20 000 km où la température descend. Hein, en général, quand vous montez dans un avion et vous regardez la température, vous dites « Ouh là là, il ne faut pas que l'avion tombe en panne parce qu'il fait vraiment très froid ici ». D'accord? Et après, si vous montez beaucoup plus haut, eh bien, vous passez en fait la couche d'ozone et du coup, la température augmente à cause du chauffage par le soleil. D'accord? Donc, vous avez une espèce de courbe comme ça, et vous voyez que la vitesse du son, si vous regardez la vitesse du son en fonction de l'altitude, eh bien, cette première approximation, hein, vous avez vu, on a quand même taillé sec dans l'équation. Hein. On a enlevé toutes les dépendances qui nous enquiquinaient, donc tout ce qui n'était pas linéaire. D'accord? On a gardé, vous avez dû voir ça, hein, les fonctions linéaires. J'ai gardé que la partie linéaire et j'ai enlevé tout le reste. D'accord? Donc ça, c'est quand même une approximation assez importante. Et puis, vous allez me dire, ah oui, non seulement vous avez fait ça, mais en plus, vous avez aussi enlevé toutes les dépendances par rapport aux autres variables qui vous embêtaient. Alors ça, je peux les remettre. Je peux pas le faire ici parce que c'est un calcul matriciel, c'est un peu plus compliqué. Mais ça se fait exactement pareil en dimension plus grande. Et ce qu'on peut montrer, c'est qu'on va avoir une superposition de ce qu'on appelle des ondes planes. Donc c'est des ondes qui se propagent à chaque fois dans une direction, mais en fait, on va retrouver toutes les directions. Et donc ces ondes planes, elles sont de la forme des sinus et des cosinus. Donc ça, voilà, pour ceux qui n'étaient pas convaincus que la trigonométrie, ça pouvait servir à quelque chose, il est encore temps d'apprendre. C'est très important. Voilà, donc vous avez une superposition ici de sinus et de cosinus, et vous voyez comment ils sont, ces sinus et ces cosinus. Donc ici, vous avez un produit scalaire de k par x. K, c'est ce qu'on appelle le vecteur d'onde. Oméga, ici, c'est votre fréquence. Et vous voyez que vous avez une relation entre oméga et k, qui vous dit que essentiellement ce oméga carré il est égal à c carré fois k carré. Et donc ça vous dit que quelle que soit la direction dans laquelle vous allez, vous voyez que k il vous dit exactement la direction du front d'onde. Donc quelle que soit la direction dans laquelle vous allez, eh bien vous vous propagez toujours à la même vitesse que cette vitesse c. D'accord? Donc la relation que j'ai obtenue tout à l'heure en dimension 1 pour ma vitesse du son, eh ben c'est encore la vitesse du son dans n'importe quelle dimension. D'accord? Et il faut juste avoir disons que au lieu d'avoir juste en dimension 1, vous voyez que votre vecteur, c'est essentiellement, il peut être plus 1 ou moins 1, d'accord? Donc c'est vite vu. En dimension plus grande, vous pouvez vous promener dans toutes les directions, mais la vitesse, elle est toujours la même, et c'est pour ça que vous obtenez des cercles. D'accord? Quand vous regardez où est votre front d'onde, eh bien vous obtenez un cercle et pas des formes plus bizarres. Voilà, donc le son se propage, c'est écrit ici, dans toutes les directions, à vitesse constante. Et évidemment, si votre source, elle se promène en même temps, eh bien, vous obtenez le cône de Mach qu'on a vu tout à l'heure. D'accord? Donc typiquement, là, vous êtes en train de voler dans cette direction-là. Ça vous donne, ici, vous avez la vitesse de l'avion. Ici, c'est un cas supersonique. Vous voyez que cette vitesse est plus grande ici que la vitesse du son. Et voilà, pour trouver ce cône de Mach, ici, évidemment, ce dont vous avez besoin, c'est de trouver ici une tangente au cercle. Donc ici, vous avez un angle droit. D'accord? Donc vous pouvez retrouver tout, une fois de plus, en utilisant la trigonométrie, retrouver ici l'angle de ce cône de Mach en fonction de la vitesse de votre avion et de la vitesse locale, ici, du son. D'accord? Donc vous pouvez tout recalculer dans cette approximation. Alors la question c'est, est-ce que cette approximation elle était raisonnable pour mon problème de départ qui était de comprendre le mur du son? Eh bien, en fait, le problème c'est que non. Sinon ça s'arrêterait là, ce serait bien. Mais il va falloir que vous supportiez encore un petit peu.
Donc non, c'est pas raisonnable. Pourquoi? Parce que j'ai fait deux approximations. J'ai fait une première qui disait que j'allais pas bouger beaucoup autour de ma valeur moyenne. Hein, j'ai dit, je suis la valeur moyenne, comme si de rien n'était, plus une toute petite fluctuation. Vous voyez que quand même le problème, c'est quand j'ajoute un truc petit, plus un truc petit, plus encore un autre truc petit, plus encore un autre truc petit, au bout d'un moment, c'est plus très petit, quoi. D'accord? Donc au niveau ici du nez de l'avion, là, ben, vous avez ajouté tellement de petites compressions que le fait de dire que vous regardez qu'une petite perturbation, ça c'est plus vrai. D'accord? Donc ma linéarisation, c'est pas quelque chose que j'avais pas le droit de faire si je commence à avoir des choses singulières. Puis on va voir qu'en fait les choses sont un peu plus graves que ça. Et c'est là que je vais commencer à me fâcher avec vos profs de maths. C'est que en fait, quand vous ajoutez votre petite compression, plus votre petite compression, plus votre petite compression, non seulement ça fait quelque chose qui est grand, mais en plus ça fait quelque chose qui est plus très continu. Ça fait une marche comme ça, d'accord? Vous avez la pression avant le nez de l'appareil, puis derrière, un gros trou. D'accord? Donc votre fonction, elle saute. Alors je sais que la continuité n'est plus au programme, je crois. Mais enfin, j'imagine que vous voyez assez bien ce que ça veut dire la continuité. Ça veut dire justement qu'il n'y a pas de saut comme ça. D'accord? Donc cette fonction-là, elle n'est pas continue. Et donc maintenant, vous voyez que mon problème, il est que j'ai écrit des équations, qui sont des équations aux dérivées partielles, enfin, on peut dire des équations différentielles, en particulier qui impliquent des dérivées. D'accord? Et donc maintenant, eh ben, il faut que je dérive ça. D'accord? Alors là, je sens que les profs de maths ils commencent à être pas contents, parce que je vais vous expliquer comment on peut dériver ça. D'accord? Donc, je ne sais pas très bien ce que vous avez appris sur les dérivés. Probablement, vous n'avez plus appris les dérivés avec les dos d'accroissement et tout ça, mais je vais quand même revenir un petit peu sur la notion raisonnable de dérivés que vous avez dû apprendre. D'accord? Et puis après, je vais vous expliquer comment je vais faire pour dériver ma fonction qui est un saut. Parce que quand même, je suis là pour vous expliquer des maths, pas que de la physique. Après, ils ne seront pas contents si je vous explique pas des maths. Donc voilà, donc là pour l'instant je commence avec la notion de dérivée sur une fonction qui est une gentille fonction. Donc toutes les fonctions que vous avez étudiées jusqu'ici, donc des fonctions polynomiales, des cosinus, des sinus, le mélange de tout ça, je sais pas. Voilà, donc c'est la fonction ici qui est représentée en bleu. En tout cas, elle est gentille, elle est continue, elle n'a pas de saut. D'accord? Et donc maintenant vous avez dû voir, j'espère, que la dérivée, comment elle s'obtient. Donc, normalement, on la présente de deux façons, mais évidemment, c'est la même chose. Soit on dit que c'est la pente de la tangente, ici, la droite rouge, ici en A, mais on dit aussi, et c'est vrai, normalement, que c'est la limite de ce que j'obtiendrai si je regardais les pentes des cordes. D'accord? Donc, les cordes, c'est ce que j'obtiens quand je reprends 2 points ici de ma courbe A et B, je les relie, ça me donne une droite. D'accord? Ça, c'est la corde. Et maintenant, je regarde la pente de cette corde. Et si je rapproche mon point B de plus en plus près de A, eh bien, la pente de cette corde tend vers la pente ici de ma tangente en rouge. D'accord? Donc, c'était la façon du temps des dinosaures de définir la dérivée en première comme la limite du taux d'accroissement infinitésimal, c'est-à-dire que pour trouver la dérivée ici de la fonction en A, on prend f en A plus h, on enlève f de A et on divise par h, et on regarde si ce truc a une limite quand h tend vers 0. D'accord? Mais je crois que comme on n'apprend plus de limite, évidemment, on ne peut pas prendre la limite du taux d'accroissement. Bon. Voilà, bon bref, en tout cas, vous voyez assez bien qu'on comprend bien géométriquement, parce que ça, finalement, le plus important, c'est de comprendre ce qu'on est en train de faire. Donc, ce qui est important, c'est de comprendre que ici, la dérivée, c'est quelque chose qui vous dit juste comment s'infléchit la courbe. D'accord? Et donc, dans quelle direction on est en train de croître ou de décroître. Et maintenant, je voudrais savoir ce que c'est que la dérivée de ma fonction ce qu'on appelle de la fonction de Heaviside, qui est cette fonction créneau qui était représentée ici. Donc ici, on voit bien que la dérivée, il n'y a pas de problème. Ici, j'ai une fonction qui est constante. Donc la dérivée, ça, je ne vais pas vous l'apprendre, c'est 0. Donc ici, la tangente, pas de problème, c'est toujours la courbe elle-même. Ici, la tangente, c'est toujours la courbe elle-même, sa dérivée, c'est 0. Et maintenant, ce que je veux savoir, c'est ce que c'est que sa dérivée en 0, ici. Et là, je suis un petit peu embêtée parce que si je regarde le taux d'accroissement, vous voyez que j'ai donc 2 façons de définir ma dérivée. La première qui est la tangente, et là, on ne voit pas très bien comment on va mettre la tangente à ce truc. Parce qu'il faudrait que ce soit tangent en même temps ici et ici.
Donc c'est un peu désagréable. Et maintenant, si je calcule le taux d'accroissement, vous voyez, je vais prendre un point ici, moins la valeur ici. Donc la différence entre les deux, ça va toujours faire la même chose. Et puis je divise par h qui lui est de plus en plus petit. Et là, ça va tendre vers plus l'infini ou vers moins l'infini. Bref, c'est la cata. D'accord? Donc, ça ne marche pas très bien. Je ne peux pas définir d'accroissement infinitésimal. Ils ne sont même pas bornés. D'accord? Donc ça ne marche pas très bien pour définir la dérivée. Et puis, il y a une autre chose qu'on sait sur les dérivées, c'est que normalement, si je prends ma dérivée et je prends une primitive, je l'intègre, eh bien, normalement, je dois retomber sur mes pieds. Et là, vous voyez que c'est très embêtant aussi, parce que si je prends cette fonction, donc ici, sa dérivée, elle est 0, ici, sa dérivée, elle est 0. Bon, ce point, on ne sait pas trop bien, d'accord? Mais enfin bon, un point, ça ne va pas changer grand-chose. Et donc là, je suis très embêtée, parce que j'ai une fonction qui vaut 0 partout, et je veux que quand je l'intègre, quand je cherche sa primitive, ça ne fasse pas une fonction qui est constante. Donc ça, c'est un deuxième problème. Tout ça ne semble pas très logique. Alors, c'est pas grave, je vais vous apprendre comment on fait ça. Donc après, surtout, quand vous sortez cet exposé, vous oubliez tout ce qui se passe à partir d'ici. Voilà. Donc, ça, c'est des maths qu'on a fait il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. C'est des maths du XXe siècle. D'accord? Je crois que dans les maths que vous apprenez, il y a un peu de proba qui sont des maths du XXe siècle, mais sinon, pas beaucoup de maths du XXe siècle. Donc, je vous montre à quoi ça ressemble les maths du XXe siècle. Et puis, pour les maths du XXIe siècle, eh ben, il faudra revenir. Donc qu'est-ce qu'on veut faire? On veut regarder des fonctions et on voudrait être capable de dériver n'importe quelle fonction. Alors la façon usuelle de regarder une fonction, c'est de dire, je prends pour chaque x, je regarde la valeur, l'image de ce x par une fonction. D'accord? Donc je prends x vaut 0. Quand vous allez faire votre courbe, vous regardez en 0, en 0,1, en 0,2. Si ce n'est pas assez précis, vous raffinez votre maille et vous avez quelque chose qui ressemble à votre fonction. Votre calculatrice, c'est comme ça qu'elle fait. Hein. Elle ne calcule pas quelque chose qui est continu. Elle prend des points de plus en plus rapprochés. Et voilà. Donc l'idée de vous et de votre calculatrice, c'est je prends plein de points. D'accord? Et puis à chaque fois, je calcule leur image. Et ça va bien finir par me donner une bonne idée de ma fonction. Alors ça, c'est l'idée de votre calculatrice, mais ce n'est pas la bonne idée si vous voulez pouvoir dériver n'importe quelle fonction. Donc la bonne idée, si vous voulez pouvoir dériver n'importe quelle fonction, c'est de dire qu'une autre façon de caractériser une fonction, c'est de savoir calculer toutes ses moyennes. D'accord? Si vous savez calculer la moyenne de votre fonction contre n'importe quoi, eh bien ça vous détermine de façon unique, à des pchits près que je mettrai sous le tapis, donc ça vous détermine de façon unique votre fonction. D'accord? Donc, au lieu de dire que vous regardez une fonction comme une collection de valeurs de votre fonction en des points, ben maintenant, vous allez décider que vous allez regarder votre fonction comme une collection de moyennes. D'accord? Contre une famille de fonctions que je vais choisir, que je vais bien choisir. Donc, par exemple, contre plein de polynômes. En tout cas, des fonctions qui sont très gentilles, ou contre, par exemple, plein de polynômes trigonométriques, donc des sinus et des cosinus, de tout ce que je veux, qui sont des super gentilles fonctions. Elles, je sais leur faire tout ce que je veux. D'accord? Donc maintenant, une fonction, à partir de là tout de suite, c'est plus une collection de valeurs, c'est une collection de moyennes. C'est juste, je change de point de vue sur les choses, mais tant que vous avez une fonction raisonnable, vous pouvez démontrer, ça se prouve, que c'est pareil. D'accord? C'est-à-dire que si vous avez une fonction donnée par sa collection de valeurs ou par sa collection de moyennes, vous retombez sur vos pieds. Donc ça, c'est ce qui est écrit là. Donc ma fonction phi, c'est ça qu'il faut que je choisisse dans une bonne famille, mais typiquement, pensez à des fonctions trigonométriques. D'accord? Des sinus et des cosinus. Je sais calculer la moyenne de u contre n'importe quel sinus, n'importe quel cosinus. D'accord? Je suis sur un petit intervalle et je sais calculer la moyenne de u contre n'importe quel sinus, n'importe quel cosinus. Et donc maintenant, je voudrais pouvoir dériver. D'accord? Alors, je crains malheureusement que l'intégration par partie ne soit plus au programme, et j'avais prévu d'écrire ça sur un petit tableau, mais là, je crois que si j'écris sur un petit tableau, il n'y a pas que les profs de maths qui seront plus mes amis. Donc, je vais essayer de vous dire sans écrire, ça va être un peu plus compliqué. Donc, ce que vous avez dû voir, c'est que si vous prenez le produit de deux fonctions, f et g, et vous le dérivez, donc comme je ne peux pas écrire, vous pouvez écrire sur un bout de papier comme ça. Voilà. Donc, si vous prenez deux fonctions, f et g, vous prenez leur produit, vous dérivez,
Normalement, vous avez appris, pour ceux qui sont au moins en première, parce que j'imagine qu'en seconde, vous n'avez pas encore vu les dérivés, je suis désolée. Le produit de FG, vous dérivez, donc ça fait F' fois G plus F fois G'. Jusque-là, les profs de maths sont toujours d'accord avec moi, ça va. Donc maintenant, si vous prenez la primitive, qui est l'opération de antidérivée, eh bien, vous avez une formule qui s'appelle la formule d'intégration par partie. Donc vous voyez, quand vous regardez l'intégrale de U' fois phi, si tout le monde s'annule sur le bord, disons, eh bien, c'est la même chose que moins l'intégrale de U fois phi prime. Pourquoi ? Parce que quand je dérive ce truc-là, ça me donne U' fois phi. Quand je dérive ce truc-là, ça fait U fois phi prime. D'accord ? Et donc après, quand j'intègre la somme des deux, c'est la même chose que d'intégrer le produit de U fois phi, le tout prime. Et donc si U fois phi vaut la même chose à gauche et à droite, eh bien, donc par exemple 0, eh bien, ça fait bien 0. D'accord ? Donc je la refais une fois doucement. Si vous prenez la primitive, d'accord, vous voulez intégrer la somme de ces deux trucs, donc U' fois phi plus U fois phi prime. Donc vous êtes en train d'intégrer la dérivée totale de U fois phi. D'accord ? Parce que U' fois phi plus U fois phi prime, c'est la dérivée de U fois phi. D'accord ? Et donc maintenant, si vous prenez la primitive de la dérivée de quelque chose, c'est juste le quelque chose. D'accord ? Il faut soustraire aux deux bornes ici. Et donc si ça fait 0 des deux côtés, eh bien vous avez cette formule-là, c'est ce qu'on appelle la formule d'intégration par partie. Ok, donc soit vous avez noté et vous avez suivi, soit vous n'avez pas noté et vous n'avez rien suivi, soit vous avez peut-être aussi noté et vous n'avez pas suivi, c'est pas grave, vous admettez cette formule. D'accord ? Donc ce que je dis, c'est que maintenant quand je veux calculer les moyennes de U' contre toutes mes fonctions phi, d'accord ? Et bien c'est la même chose que de calculer à un signe moins près les moyennes de U contre phi'. D'accord ? Et donc maintenant, si je veux connaître mon U', et je veux connaître juste ses moyennes, puisque maintenant j'ai décidé qu'une fonction, je la connaissais juste par ses moyennes, eh bien il suffit, j'ai pas besoin de savoir se donner un sens à ça, je peux oublier ce truc du milieu, et dire, il suffit que je calcule les moyennes de U, que lui je connais, puisque c'est une fonction que je connais ses valeurs, contre phi'. Donc si phi c'est une fonction que je savais dériver, par exemple un sinus ou un cosinus, juste le seul problème pour dériver sinus ou cosinus, c'est de ne pas se tromper dans le signe. D'accord ? Donc, ici, ce que je dis, c'est que la moyenne... Ah oui, il manque le prime, là. Alors, évidemment, ça, je ne vais pas vous aider comme ça. Donc, ce que je dis, c'est que le U' fois phi, quand je veux calculer les moyennes de U' par rapport à phi, c'est la même chose que de calculer les moyennes de U par rapport à phi'. D'accord ? Donc, maintenant, je n'ai pas besoin de savoir dériver U, puisque je connais ces moyennes. Il suffit que je sache dériver les fonctions phi, qu'on appelle les fonctions test. D'accord ? Donc on va faire un exemple, parce que sinon c'est un peu compliqué. Donc ma fonction h, c'est la fonction de if-side. Donc c'est celle qui vaut 0 partout si vous êtes négatif, et 1 partout si vous êtes positif. D'accord ? Donc c'est à multiplication près, c'est un créneau comme ça, mais c'est dans l'autre sens, normalement. Donc la fonction de if-side, elle vaut 0 ici, et 1 ici. D'accord ? Donc c'est une marche d'escalier. Hop. Donc voilà. Donc maintenant, je voudrais dériver cette fonction. Dériver la fonction, on a vu que ça a été compliqué parce que les taux d'accroissement, tout ça, ça ne marche pas. Mais par contre, ma formule magique qui est au-dessus va marcher très bien. Parce que donc j'ai dit que quand je veux dériver h', et ça connaît sa moyenne par rapport à phi, et il suffit que je calcule la moyenne de h par rapport à phi'. D'accord ? Donc maintenant, phi', c'est une fonction très gentille, d'accord ? Là, ce que je sais, c'est qu'elle est dérivable autant de fois que je veux, et puis qu'elle fait 0 quand je vais toucher moins l'infini, et 0 quand je vais toucher plus l'infini. D'accord ? Et donc maintenant, ce qu'il faut que j'intègre, donc h, c'est juste, c'est 1 quand x est positif et 0 quand x est négatif. Donc j'intègre phi' entre 0 et plus l'infini. D'accord ? Intégrer moins h fois phi', c'est moins l'intégrale de 0 à plus l'infini de phi'. Maintenant, si j'intègre phi' entre 0 et plus l'infini, ça fait phi en plus l'infini, ça fait 0 puisque ma fonction phi, je sais qu'elle s'annule à l'infini. Et puis, moins phi de 0, et donc il reste juste phi de 0. D'accord ? Donc qu'est-ce que c'est h'? C'est un truc, parce que c'est plus une fonction, c'est ce qu'on appelle une distribution. Une distribution, et donc qu'est-ce qu'elle fait ? Quand elle mange n'importe quelle fonction phi qui est régulière, elle lui associe juste sa valeur en 0. D'accord ? Alors je pense qu'en fait c'est ce qu'on appelle la masse de Dirac, qui est une chose qui est assez intuitive. D'accord ? Si je vous dis que vous avez je sais pas, 25 contrôles dans une année, et que, eh bien, ici, la moyenne, calculée avec cette distribution, eh bien, c'est toujours
votre note du premier contrôle. Ben voilà, ça donne une masse de Dirac. En général, ce n'est pas la façon dont les élèves préfèrent qu'on calcule la moyenne. Voilà, enfin ça dépend lesquels, forcément. Mais c'est quand même un petit peu quelque chose de vrai, parce que je pense que le premier contrôle donne une impression qui après reste un peu pour le reste de l'année. Donc voilà, bref. Donc voilà, donc en tout cas maintenant je peux dériver ça, et si j'avais envie de dériver une deuxième fois, je peux le faire encore. D'accord? Qu'est-ce que je fais? Je vais ici avoir un phi seconde. D'accord? Parce que je veux dériver 2 fois ici, donc je vais avoir un plus, je vais avoir un phi seconde, et ça va me donner juste la valeur de la dérivée de phi en 0. Si je veux dériver 250 000 fois, je vais avoir la valeur de la dérivée 250 millième de phi en 0, c'est pas un problème. D'accord? Donc maintenant, ce qui est pratique avec ces distributions, c'est que je peux dériver n'importe quoi autant de fois que je veux. D'accord? Donc il n'y a plus besoin de savoir si la fonction elle est continue, elle n'est pas continue, elle est dérivable, elle n'est pas dérivable. Donc évidemment, ça casse un certain nombre d'exercices de prépa, notamment. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui sont en prépa, ou passent des heures à savoir si la fonction elle est dérivable ou pas. Maintenant, tout le monde est dérivable. Ok, donc maintenant, quand on fait ça, eh bien, on peut donner un sens à mes équations, qui étaient des équations différentielles, donc qui avaient des dérivées, et avec des fonctions qui ne sont pas très continues, hein, avec des fonctions qui ont des sauts. D'accord? Donc ça, c'est... je vais pouvoir écrire, hein, je vais tester. Donc maintenant, je vais écrire ces conditions de moyenne. Et donc, ce qu'on obtient quand on fait ça, d'accord, il faut écrire, hein, il faut travailler un tout petit peu, il faut d'abord bien assimiler cette notion de fonction définie par des moyennes, de distribution définie par des moyennes. Mais on peut, du coup, je pense que c'est quelque chose qui est important parce que physiquement, ça a aussi du sens. C'est-à-dire qu'on est en train de dire, finalement, les singularités qu'on va trouver du point de vue des mathématiques, elles existent à la fois pas et à la fois elles existent au niveau physique. C'est-à-dire qu'au niveau physique, si vous regardez votre profil, il ne va jamais être pile abrupt comme ça. En même temps, si vous revenez à la physique atomique, non seulement il est abrupt comme ça, mais il est encore bien pire que ça parce que c'est tout discret. D'accord ? Donc, quelque part, c'est important que ça transforme pas complètement la compréhension qu'on a des mécanismes. Quand on a des profils qui se raidissent un petit peu, ça veut dire que les choses sont un petit peu stables. D'accord ? Ce qu'on est en train de prédire avec des équations, c'est pas juste des maths pour rigoler, mais c'est aussi des maths qui ont un tout petit peu de rapport avec la réalité physique. D'accord ? Donc ce qu'on est en train de dire, c'est que là, pour obtenir ma relation infinitésimale, mon équation dérivée partielle, j'ai pris des volumes de plus en plus petits. Moi, peut-être qu'il ne fallait pas que je prenne des volumes de plus en plus petits, parce qu'au bout d'un moment, si je prends un volume vraiment trop petit, il n'y a plus de particules dedans. D'accord ? Donc ça n'a juste pas de sens ce que j'ai écrit. Donc je fais des moyennes. C'est assez moral. D'accord ? Je veux un modèle qui soit un modèle moyen, je fais des moyennes. Donc si je fais ça, donc il faut que je travaille un petit peu, je fais des intégrations par partie, donc avec cette formule magique que je vous ai montrée. D'accord ? Et donc maintenant, je peux avoir des solutions de type SO, c'est-à-dire comme ça avec une discontinuité. Et pour ça, pour qu'une solution soit donc là, je regarde le cas en une dimension, donc j'ai gardé les choses non linéaires, mais je n'ai pas gardé la dépendance par rapport à x2 et x3. Et donc dans ce cas-là, on voit qu'on va pouvoir avoir une solution qui est une solution qui se déplace avec une vitesse s, donc c'est-à-dire vous avez votre créneau comme ça. Mais l'endroit où vous sautez ici, au lieu d'être, c'est pas toujours 0, ça va être un endroit qui est s fois t, d'accord ? Donc votre discontinuité, elle se propage avec une vitesse s. C'est ce qu'on appelle ici la vitesse de l'onde de choc. Ici, le n plus moins, ça veut dire que c'est juste la différence entre le n d'un côté et de l'autre côté du saut. D'accord ? Donc c'est la discontinuité de la densité. Plus la discontinuité ici du produit n fois u1, bien ça va faire 0. Puis de la même façon, vous pouvez écrire, vous voyez que c'est juste votre dérivée en t, elle devient juste s fois le saut, et puis votre dérivée par rapport à l'espace, elle devient juste le saut. D'accord ? Donc quand vous écrivez vos trois équations en une dimension, vous avez 3 équations, une pour la vitesse, une pour la densité, une pour la température. Vous écrivez ces 3 équations, vous obtenez 3 équations ici pour les sauts. Ce qui tombe bien parce que vous avez 3 quantités. D'accord ? Et donc ça vous dit tous les états possibles que vous pouvez obtenir par un saut. C'est exactement ça qu'on appelle une onde de choc. D'accord ? Quand vous avez un saut comme ça, vous avez un truc qui se propage ici à vitesse constante, un saut, qui peut être un saut de température, un saut de vitesse et un saut de densité. D'accord ? Et ça vous donne exactement une onde de choc. Ou alors il y a d'autres solutions qui sont discontinues, qui sont de nature un tout petit peu différente, qu'on appelle des discontinuités de contact. Mais essentiellement c'est pareil, c'est-à-dire que ça a la même tête. D'accord ?
une marche comme ça. Alors, est-ce qu'on est content avec ces ondes de choc? Alors, on est un petit peu content parce que ça donne quand même un premier modèle pour cette onde de choc le long du cône de Mach. On est content aussi parce que, avec juste à partir de ces solutions, quelque part ces ondes de choc, c'est des briques élémentaires pour construire toutes les solutions du système de l'air en une dimension d'espace. D'accord? Donc, si vous combinez à la fois des ondes de choc, des solutions régulières et des discontinuités contact, vous pouvez obtenir n'importe quelle solution du système de l'air. D'accord? Donc, ça vous dit que vous pouvez toujours trouver une solution pour tous les temps. Donc, votre modèle, c'est entre guillemets, un bon modèle de la physique, au sens où si vous partez d'un état donné, ça ne va pas s'arrêter au milieu, vous planter en disant « Ah, moi, je ne sais plus faire ». D'accord? C'est assez désagréable quand vous voulez mettre ça dans un ordinateur et au bout d'un moment, le truc vous dit « Ah, ben non, mais là, ça sort du cadre, il ne se passe plus rien ». On sait bien que si on fait tourner un avion, le son il va se propager, il ne va pas vous demander si c'est régulier ou pas régulier, si vous avez le droit de dériver ou pas le droit de dériver. D'accord? Donc, cette généralisation ici de la dérivation permet d'obtenir ces ondes de choc, d'autres solutions, et de reconstruire toutes les solutions en une dimension d'espace. Vous voyez qu'il y a quand même encore un petit truc un petit peu dérangeant, c'est que votre avion n'a pas le bon goût d'être en une dimension d'espace. Je pense que c'est quelque chose auquel il faudrait penser très sérieusement, parce que ça ferait plaisir aux mathématiciens, et que les mathématiciens ne savent pas faire quand il y a plusieurs dimensions d'espace. D'accord? Donc aujourd'hui, ces équations donc on peut obtenir vous voyez, on peut obtenir des petits bouts, c'est-à-dire qu'on peut obtenir la bonne approximation tant que vous n'avez pas de singularité, tant que là, on sait faire avec des ondes acoustiques, ça reste raisonnable. On sait que ce mécanisme va saturer parce qu'au bout d'un moment, vos ondes acoustiques, elles s'empilent les unes par rapport aux autres, et donc vous avez une grosse compression, et dans ce cas-là, c'est plus vrai que vous avez le droit d'utiliser une équation linéaire. Et puis, au bout d'un moment, c'est très embêtant parce que vous n'avez plus le droit d'utiliser vos équations linéaires. Vous devez utiliser une équation non linéaire. Vous savez très bien que votre équation non linéaire, elle va vous créer des chocs, que vous le veuillez ou pas. D'accord? Ça, on sait le montrer. On sait montrer qu'il n'y a pas de solution qui va rester régulière. En fait, on s'y attend. Hein. Si on a déjà vu voler un avion au-delà du mur du son, on sait que ça fait boum. D'accord? Donc, on sait que cette singularité va exister. D'accord? Donc, on peut pas faire autrement. Mais après, on ne sait plus résoudre les équations. Donc vous voyez que Euler, ça commence à remonter un petit peu, hein, c'était pas hier. Et ce problème est toujours ouvert. Voilà. Donc s'il y a des gens parmi vous qui ont beaucoup d'idées pour les problèmes ouverts, en voilà un très joli. Résoudre ces équations en dimension plus grande que 1. Et dans ce cas-là, peut-être qu'on aura une jolie solution du problème du mur du son qui soit satisfaisante complètement. Hein. Aujourd'hui, on se satisfait de ça, c'est-à-dire on dit si j'étais juste en une dimension, alors si je suis pas dans une dimension, localement, je peux me ramener à une dimension en prenant la surface de choc et puis en la tournant un petit peu, voilà. Mais voilà, il n'y a pas de solution complète. Donc voilà, il reste encore du travail pour vous tous et encore pour un certain temps, je pense. Merci beaucoup de votre attention et bonne soirée.